Bissognan. Bonjour à tous. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'adresse à la nation prévu à 20h ce soir. Le président attendu sur plusieurs sujets d'actualité avec ce discours à la nation ce jeudi entre la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale, la reddition des comptes et les questions de l'heure liées à la morosité économique, à la recrudescence des accidents de la circulation et au phénomène dramatique de l'immigration clandestine qui reprend de plus belle les précisions de Amadou Moustapha Dia. L'Assemblée nationale retient son souffle ce jeudi avec l'adresse à la nation du président Diomaye Faye. Qu'on ne se voile pas la face, le pays s'attend plutôt à une dissolution de l'institution. Même si tout le protocole, nous dit-on, du côté de la place de Soweto est prêt pour la DPG, aura-t-elle lieu si l'Assemblée est finalement dissoute la veille? On s'attend aussi à des déclarations fortes concernant la reddition des comptes et les possibles poursuites judiciaires, déjà annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko sur un ton railleur. Et d'ailleurs, les récents événements aux frontières de dignitaires de l'ancien régime et conduits à l'aéroport semblent vouloir annoncer les couleurs. Des membres de la société civile avaient même sorti un communiqué pour fustiger ces mesures préventives d'interdiction de sortie du territoire sans décision judiciaire. Des dossiers judiciaires qui vont sûrement faire beaucoup de bruit au point peut-être de noyer la non-tenue de la DPG qui, malgré le toilettage du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, risque de ne pas voir le jour. Le décret de dissolution de l'Assemblée nationale devrait être aussi accompagné d'un autre fixant la date prochaine des élections législatives anticipées et dans la foulée ouvrir un dialogue nécessaire pour les modalités d'organisation qui, au vu des délais du code électoral, devront être discutées. Il s'y ajoute les questions de l'heure, la stagnation économique due à la politique assez hardie de la fiscalité et aux nouvelles orientations du régime basées sur le Djoubol-Djoubonti et ses conséquences. La recrudescence des accidents de la circulation en cette veille de Gamou est aussi une préoccupation des Sénégalais, mais et surtout le drame de l'immigration clandestine qui a repris de plus belle avec les départs intempestifs et leur lot de morts, le plus récent celui de Mbour, où justement le président s'est rendu ce mercredi pour appeler les jeunes à rester au pays. Je cite, « Votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l'avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes ici, chez vous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants. Des enfants et surtout des jeunes qui seront encore à l'attente, au-delà d'un discours politique, de réelles actions pour assurer l'espoir d'une vie meilleure. » Amadou Moustapha Dian, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui s'adresse à la nation ce soir à 20h pour annoncer entre autres la probable dissolution de l'Assemblée nationale. Après cette dissolution, le président Bassirou Diomaye Faye devra fixer la date des prochaines élections législatives, probablement mi-décembre selon Babacar Fall, l'expert électoral du GRADEC, souligne que le dialogue est nécessaire pour fixer les modalités de ces élections anticipées. Il invite à la rationalisation du calendrier électoral. Babacar Fall répond à Amadou Moustapha Dia. Vous savez, la dissolution, effectivement, disons dans l'air du temps, tout le monde s'attend à ce que le président prenne le décret pour dissoudre l'Assemblée nationale, et ce qui en fait sera le point de départ pour l'organisation d'élections législatives anticipées. Alors concrètement, si le président dissout l'Assemblée, il va falloir en même temps qu'il prenne un décret, disons pour convoquer, pour fixer la date des prochaines élections législative. Parce que ce que la loi dit, la Constitution dit, c'est que en cas d'élection anticipée, disons, les élections ont lieu 60 jours au moins et 92 jours au plus. Alors, ce qui veut dire que si le président prend, disons, un décret, disons, qui fixe la date des élections, la date de ces élections ne pourrait pas, disons, donc, excéder le 15 décembre, soit, disons, les 90 jours. Donc ça, c'est la première étape, c'est la prise du décret. Parce que c'est à partir, disons, de la date de l'élection qui est connue que, disons, toutes les autres dates sont déterminées. C'est-à-dire que la date de dépôt des candidatures, la date de collecte des signatures, ce qu'on appelle communément le parrainage, et également peut-être la date de dépôt du cautionnement. Mais vous savez, ces délais-là, au niveau donc du code électoral, aujourd'hui, sont dépassés parce que ce que la loi dit en ce qui concerne donc le dépôt du cautionnement et la publication de l'arrêté portant publication des fiches de parrainage, la loi parle de 150 jours avant la date du scrutin.
Or, on est dans une situation exceptionnelle parce que c'est des élections législatives anticipées. Se tiennent dans un délai de 90 jours. C'est la même chose pour le dépôt des candidatures. La loi parle de 85 jours au moins, alors que les élections se tiennent dans un délai de 90 jours. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faudra, et nous, on avait en tout cas fait un appel dans ce sens au niveau de la classe politique, qu'il y ait, disons, des concertations en vue de s'entendre, en vue donc, disons, d'avoir un consensus sur donc les nouvelles, disons, dates des élections. Donc, il va falloir donc réduire les délais en ce qui concerne le dépôt du cautionnement, réduire les délais en ce qui concerne le dépôt des déclarations de candidature et en même temps réduire les délais en ce qui concerne la collecte, disons, donc des parrainages. Babacar Fall, expert électoral, membre du GRADEC, sera tout à l'heure notre invité. Après la page sport, le chef de l'État s'adresse à la nation. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va probablement annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale car il a reçu l'avis favorable du Conseil constitutionnel. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui 12 décembre, une 14e législature qui vit certainement ces dernières heures, 14e législature marquée depuis son installation par plusieurs faits majeurs et bizarres entre insultes, présence de la gendarmerie. Abdoulaye Diop revient sur ces faits. La 14e législature aura marqué l'esprit des Sénégalais de l'obtention fragile de sa majorité à la remise en question permanente de sa légitimité. Cette assemblée n'a cessé de décevoir. Déjà, son installation en septembre 2022 a donné lieu à des images choquantes pour la réputation du Sénégal. La gendarmerie a été même appelée à l'intérieur de l'hémicycle par le président Amadou Mame Diop, qui a été élu dans des circonstances controversées de trahison de sa tête de liste nationale. Guy gàddu na kees bi, Guy gàddu na kees bi, Guy Marius Sagna gàddu na kees bi. Cette législature a aussi marqué par son rôle potentiel comme instrument consentant des ambitions du président Macky Sall. L'on se rappelle de cette alliance entre les députés de la majorité et ceux du PDS qui avaient tenté de discréditer le Conseil constitutionnel. Ils avaient voté le 5 février le report de la présidentielle du 25 février 2024. Là encore, les gendarmes avaient évacué les députés de l'opposition. La 14e législature a été issue une législature de bagarre, d'insultes. Le plus saillant a été sans doute l'agression perpétrée à l'endroit de la députée Amy Ndiaye Gniby en décembre 2022. Massata Samb avait giflé la députée en pleine séance plénière de vote du ministre de l'Intérieur. Je suspends la séance. D'ailleurs, cette agression avait coûté un séjour carcéral aux députés Massata Samb et Mamadou Niang. Ils avaient écopé de 6 mois de prison ferme. La deuxième institution a été aussi secouée par une affaire de trafic de visas. Les députés de la majorité Mamadou Sall et Boubacar Biaye avaient écopé des peines de prison. Quoi qu'il en soit, cette assemblée qui vit certainement ces dernières heures va rester gravée dans l'histoire politique du Sénégal. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. L'Assemblée nationale qui vit certainement ces dernières heures en attendant l'adresse à la nation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prévue à 20h. En attendant, le chef de l'État est attendu à Tivaouane en prélude à la célébration du Maouloud. Il effectue des visites de courtoisie dans les foyers religieux. Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Tivaouane. Il doit s'entretenir avec le khalife et visiter entre autres la grande mosquée de Tivaouane. Babacar Ndao. Oui, bonjour. On attend d'un moment à l'autre la visite du président de la République, même chef Khalif de Serigne Babacar, pour le dispositif protocolaire et donc est mis en place puisque on se rend compte que quand même le protocole s'affaire autour des derniers réglages, même si le président n'a pas encore foulé, disons, le domicile du Khalif général. Tout laisserait croire qu'il serait pas loin de Tivaouane, mais il faut retenir donc c'est la suite de cette série de visites auprès des foyers religieux après la guerre. Donc aujourd'hui c'est le tour de Tivaouane et au menu de cette visite l'entrevue avec le Khalif général qui sera entouré justement
de ses frères, mais également des autres guides de la famille de Seydi Maodo Malick Sy radiyallahu anhu. Après justement cette entrevue, il est prévu une visite au niveau de la grande mosquée de Tivaouane qui a été rénovée et dont la remise des clés est prévue après-demain le 14 septembre. Après justement l'étape de cette matinée, dans l'après-midi, le chef de l'État sera dans les autres foyers comme Ndiassane, Thiénaba et Keur Mame El Hadj Ndiéguène pour boucler donc cette journée très chargée. Donc Adjaratou Issa, c'est ce qu'on peut retenir pour l'instant. Il faut dire que Tivaouane quand même commence à refuser du monde puisque la fin du bourg est prévue demain. Babacar Ndao à Tivaouane pour Sud FM. Merci beaucoup Babacar Ndao. Fin du bourg de demain, le chef de l'État attendu aujourd'hui en prélude à la célébration du Gamou. Gamou à Kaolack, les départs vers Medina Baye ont démarré depuis une semaine chez Keur Baye Niass à Castor. Ce n'est pas encore la grande affluence, mais une hausse de 1000 francs est notée sur le prix initial, raisonnable selon les passagers qui invitent la police à renforcer les contrôles sur les routes pour réduire les cas d'accident. Reportage Khadisen. À 3 jours du Gamou, les pèlerins se préparent à rejoindre Medina Baye, mais ce n'est pas encore le grand rush à Keur Baye. Oui, les bus ont pris départ pour le Gamou à Medina Baye. À chaque fois que vous vous laissez en tant que client, vous pouvez avoir un bus. Je pense que d'ici demain, il y aura plus encore de clients sur place. Le tarif fixé à 4 000 francs, soit une hausse de 1 000 francs. 4 000 francs. Parce que 4 000 auto yi dañuy dem xëpp ñëwaat 3 000 1000 francs ci yok. Mais les cas d'accidents enregistrés ces derniers jours inquiètent certains voyageurs. xanaa daw nank rek wa xawna ragal mom xawna ragal ndax ñom day ñëkënte mais yalla baxna dénk ci bop yalla rek mais yeen mom xawna tit mom vraiment. Les chauffeurs de Keur Baye ont pris toutes leurs dispositions pour une opération Gamou sans accident. Oui, les chauffeurs ici sont très responsables, ils sont sereins et calmes. Ils savent qu'ils transportent les membres de leur famille eux-mêmes. Donc ils sont très disons respectueux. Donc ils sont très respectueux du code de la route. Ils espèrent aller au Gamou et revenir sains et saufs. Les forces de l'ordre sont invitées à renforcer les contrôles. Les chauffeurs, les conducteurs, il faut faire très attention sur les routes. Surtout les policiers, charger la circulation, de bien voir, renforcer les mesures de sécurité et les mesures de contrôle en fait, et de bien voir les surcharges, surtout les bagages, le nombre de personnes. Oui. Parfois ça dépasse la limite. Un reportage de Khadisen. Prudence donc sur les routes. C'est d'ailleurs l'appel que lance l'Agence nationale de sécurité routière aux conducteurs en route vers le Gamou. L'ANASER qui mène des activités dans ce sens demande aux chauffeurs de respecter le code de la route avec un comportement responsable pour éviter les accidents de la circulation. Boubacar Diop, secrétaire général de l'ANASER, c'est l'Agence nationale de sécurité routière, est interrogé par Mame Diarra Da Silva. Comme on l'a fait lors du Magal, nous avons l'habitude de le faire chaque année. Donc, dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour les grands événements, nous demandons souvent aux conducteurs de faire surtout attention sur la route. À plus forte raison, nous sommes en période d'hivernage, donc il faudra que les conducteurs aient un comportement responsable sur les routes, qu'ils soient prêts, que leur véhicule soit prêt, mais également qu'ils fassent en sorte de ne pas être fatigués lorsqu'ils empruntent la route Gamou. Alors dans le cadre justement de la sensibilisation, quelles sont les activités qui sont menées par l'ANASER? Nous avons prévu de mener plusieurs activités. Naturellement, nous avons prévu de réaliser donc des spots vidéo, donc à travers les médias, aussi à travers les réseaux sociaux. Nous avons prévu aussi la sensibilisation des Jakarta, parce que comme vous le savez aussi, pendant ces périodes, il y a beaucoup de roues qui circulent pour aller à Tivaouane. Alors, il est prévu donc de distribuer des flyers, des goodies et tout ça, des bouteilles d'eau personnalisées pour accompagner donc cette déferlance vers la cité religieuse. D'autres activités que la sensibilisation au niveau donc des gares routières, surtout de la gare routière de Thiès, donc qui est un point central, où il est prévu aussi de distribuer quelques goodies là-bas et des flyers et autres. Au niveau des gares routières de Saint-Louis, Rosso Sénégal, Louga, des Beaux Maraîchers, on ne peut pas faire de sensibilisation sans commencer par là-bas. C'est le point de départ à Dakar. Un village sécurité routière est d'habitude prévu avec notre partenaire SECA, samedi et dimanche, sur l'aire de Dalifort et Togoulou. Nous sommes en train d'y travailler. Bon, naturellement, le contrôle mixte donc avec les forces de défense et de sécurité de la région de Thiès.
Mais le fait marquant, c'est la mise en place donc des radars de surveillance sur les axes qui vont mener vers la ville sainte de Tivaouane. Vous venez de suivre donc les précisions de Boubacar Diop, secrétaire général de l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière, qui appelle à la prudence sur les routes dans le cadre de la célébration du Gamou. Lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Industrie et du Commerce annonce la création d'emplois avec la mise en place d'usines dans le département de Mbour et l'implantation d'un agropole. Le ministre de l'Industrie était dans la délégation du gouvernement à Mbour à la suite du chavirement de la pirogue de migrants. Correspondance Moustapha Sall. Des industries dans la zone, la modernisation de la pêche afin de créer des emplois pour ferrer les jeunes dans leur terroir. Le ministre de l'Industrie et du Commerce rassure les jeunes de Mbour avant de les inviter à renoncer à l'immigration clandestine. Docteur Serigne Gueye Diop. À travers l'industrialisation, à travers moderniser pêche. La solution commence par la création de l'emploi pour les jeunes. C'est à travers l'industrialisation, à travers la modernisation et l'implantation de plusieurs usines et le secteur du tourisme. Nous, en tant que gouvernement, nous allons tous mettre l'accent sur ces leviers. Dans mon département ministériel, dans nos programmes, nous allons annoncer dans les prochains jours une zone industrielle et l'agropole de Mbour. On doit restaurer l'espoir. On doit restaurer l'espoir pour jigéen ñi des. On doit donner des projets yoo xam ne dina permettre xale yi am na ñun kat kon mën naa juddoo fii màggee fii tekkee fii. soo taxaw ay usine rek taxaw ay agropole def ko ay ci village def ko ci quartier yi di nga gis ne su doon téeméer ñoo doy dem ñaar juróom ñooy dem. Une surveillance accrue des côtes sera mise en place pour dissuader ces candidats à prendre le large. En tant que gouvernement, de nous surveiller la côte. En tant que gouvernement, nous allons accentuer la surveillance de nos côtes. Et les autorités administratives, le préfet, le commissaire de police, entre autres, doivent être vigilants pour arrêter ce phénomène. Moi, personnellement, en tant que fils du terroir et du gouvernement, nous allons tout mettre en œuvre pour réussir donc à lutter contre ces genres de drames. C'est mon département, dama bokk ci solution yi nga xam ne moo mën a arrêté lii te incha allah dinaa ko kon lii lu métti la loolu moo tax tey ma am fi ñaar taxawaayu doomu Mbour. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était dans la délégation du gouvernement pour des présentations de condoléances à ces familles des victimes. Le chavirement de cette pirogue a occasionné plusieurs dizaines de morts et Mbour reste en deuil dans la tristesse et la consternation. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud International. Adjane Mariam Ndiaye, bonjour. Bonjour Adjaye. Au Nigeria, des inondations font 30 morts et 400 000 déplacés. Des inondations dues à la rupture d'un barrage à la suite de pluies torrentielles qui ont fait 30 morts et plus de 400 000 déplacés à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont annoncé hier les services de secours qui craignent que le bilan s'alourdisse. Des milliers de maisons ont été submergées après la rupture du barrage d'Alo sur la rivière Nganda à 20 km au sud de Maiduguri. Les pluies à l'origine de la catastrophe ont cessé, mais plus de 400 000 personnes ont été déplacées et au moins 30 corps ont été retrouvés, a déclaré à l'agence France Presse le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. La capitale de l'État de Borno, épicentre d'une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 14 ans, est le théâtre de l'une des inondations les plus graves de ces 30 dernières années, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Nigeria. Et puis en Guinée-Bissau, le président sortant annonce qu'il ne se représentera pas. Le mandat d'Umaro Sissoco Embalo doit s'achever en 2025 dans un pays qui a connu une multitude de putschs et de tentatives de coup de force depuis son indépendance en 1974. Le président de la Guinée-Bissau, dont l'élection avait été contestée par les opposants, a annoncé donc qu'il ne briguerait pas de second mandat. Cette déclaration est inattendue car des mouvements s'étaient formés en faveur de sa candidature. Le terme du mandat actuel et la date de la prochaine présidentielle sont sujets à controverse. Gaza, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens
Palestiniens annonce que 6 de ses employés ont été tués dans 2 frappes sur une école. Cette école a été bombardée 5 fois déjà depuis le début de la guerre. C'est ce qu'a déploré l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens sur X, affirmant que cet établissement accueille 12 000 réfugiés, principalement des femmes et des enfants. Quelques heures plus tôt, la défense civile de Gaza a annoncé que 14 personnes avaient été tuées à Nuseirat dans une frappe aérienne israélienne sur une école transformée en abri pour des Palestiniens déplacés par la guerre. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que son aviation avait mené une frappe de précision sur des terroristes qui opéraient à l'intérieur d'un centre de commandement du Hamas dans l'école Al-Jouni. Ces derniers mois, l'armée a frappé plusieurs écoles dans la bande de Gaza, les accusant d'abriter des centres de commandement du Hamas, ce que le mouvement islamiste palestinien nie. Guerre en Ukraine, le secrétaire d'État américain est arrivé en Pologne pour discuter du soutien à Kiev. Anthony Blinken qui va rencontrer les dirigeants polonais pour faire cause commune au sujet de l'Ukraine au moment où les prochaines élections américaines et les attaques russes suscitent de nouvelles inquiétudes. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Pologne en train après un voyage de solidarité à Kiev aux côtés du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy. Les 2 hommes se sont engagés à examiner rapidement les demandes d'autorisation formulées par Kiev pour pouvoir frapper donc le territoire russe en profondeur et à l'aide de missiles occidentaux. À Varsovie, Anthony Blinken rencontrera séparément le Premier ministre Donald Tusk et le président Andrzej Duda, 2 rivaux politiques acharnés, et durant cette visite, ils devraient discuter de la poursuite de la coordination des efforts avec la Pologne, principale porte d'entrée logistique du soutien militaire occidental à l'Ukraine. Sans du tout, Adjaïs pour cette page Inter. Merci beaucoup, Adjane Mariam Diaye. Parlons sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Adjaratou Isseignan. Afro-basket U18 masculin pour démarrer. Le Sénégal affronte l'Égypte pour une place en demi-finale. Sénégal contre Égypte à 15h30 pour le compte des quarts de finale. Match que les Lionceaux doivent jouer avec une défense solide. Analyse du coach adjoint de l'équipe nationale féminine, Madiène Fall, que je vous propose d'écouter. Ce sera donc un match difficile, d'autant plus que nous jouons contre l'Égypte, qui est l'équipe championne d'Afrique en titre. Une équipe qui joue donc par la ruse, des joueurs extrêmement adroits, surtout au niveau donc des 3 points. Il faudrait vraiment que les gosses puissent faire une très bonne défense. Une défense donc compacte, surtout défendre sur la ligne donc des lancers francs, pour bien donc aborder ce match. C'est une équipe aussi qui joue en transition rapide, qui a aussi de bons tireurs et qui a aussi un grand qui est intéressant à l'intérieur. Si vraiment donc les gosses parviennent à bien défendre, il faut donc s'en sortir. Mais si on laisse le match à leur guise et à leur manière, ça va être donc extrêmement difficile pour nous. C'est une équipe que je connais bien, que j'ai eu donc à rencontrer en 2010 donc au Mali, en demi-finale. Il faudra jouer donc les pieds sur le plancher, faire une très bonne défense et ensuite donc jouer en contre-attaque rapide. Mais je dis aujourd'hui, la clé donc de ce match-là sera en défense. Il faudrait vraiment qu'on puisse empêcher donc ces gens-là d'être au niveau donc de la ligne des 3 points surtout. À l'instant, coach Madiène Fall, coach adjoint de l'équipe nationale féminine de basketball Égypte-Sénégal. C'est donc à 15h30. À 18h, Mali joue contre Nigeria. Mais avant, retenez qu'à 13h, le Cameroun défie le Rwanda. Le Maroc est la première nation à se qualifier en demi-finale. Les Marocains ont battu tout à l'heure les Angolais en ouverture de ces quarts de finale 61-40. Beach soccer pour terminer. CAN Égypte 2024. Les Lions du Sénégal sont actuellement en Mauritanie pour préparer cette compétition prévue au mois d'octobre prochain. Il est prévu initialement 2 matchs amicaux contre la Mauritanie, mais le deuxième match risque de ne pas se jouer. En effet, le premier match d'hier a été interrompu. La sécurité n'était pas au rendez-vous au stade, mené au score par le Sénégal 3-1. Les arbitres ont sifflé 7 pénaltys en faveur des Mourabitoun, une décision contestée par les Sénégalais qui n'ont pu continuer la rencontre sereinement avec les supporters mauritaniens qui s'en ont pris aux joueurs sénégalais Isseignan. Merci beaucoup, Odile Minkilat. Sud Midi, l'invité. Babacar Fall, notre invité, expert électoral, il répond à Amadou Moustapha Dia. Babacar Fall, bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes Moustapha, oui. Expert électoral. On s'achemine visiblement vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors dites-nous, quelles doivent être les étapes après cette dissolution? Oui, vous savez, la dissolution, effectivement, disons dans l'air du temps. Tout le monde s'attend à ce que le président prenne le décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et ce qui en fait sera le point de départ pour l'organisation d'élections législatives anticipées. Alors concrètement, si le président dissout l'Assemblée, il va falloir en même temps qu'il prenne un décret, disons pour convoquer, pour fixer la date des prochaines élections législatives. Parce que ce que la loi dit, la Constitution dit, c'est que en cas d'élection anticipée, disons, les élections ont lieu 60 jours au moins et 92 jours au plus. Alors, ce qui veut dire que si le président prend, disons, un décret, disons, qui fixe la date des élections, la date de ces élections ne pourrait pas, disons, donc, excéder le 15 décembre, soit, disons, les 90 jours. Donc ça, c'est la première étape, c'est la prise du décret, parce que c'est à partir, disons, de la date de l'élection qui est connue que, disons, toutes les autres dates sont déterminées, c'est-à-dire que la date de dépôt des candidatures, la date de collecte des signatures, ce qu'on appelle communément le parrainage, et également peut-être la date de dépôt du cautionnement. Mais vous savez, ces délais-là, au niveau donc du code électoral, aujourd'hui, sont dépassés parce que ce que la loi dit en ce qui concerne donc le dépôt du cautionnement et la publication de l'arrêté portant publication des fiches de parrainage, la loi parle de 150 jours avant la date du scrutin. Or, on est dans une situation exceptionnelle parce que c'est des élections législatives anticipées. Se tiennent dans un délai de 90 jours. C'est la même chose pour le dépôt des candidatures. La loi parle de 85 jours au moins, alors que les élections se tiennent dans un délai de 90 jours. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faudra, et nous, on avait en tout cas fait un appel dans ce sens au niveau de la classe politique, qu'il y ait, disons, des concertations en vue de s'entendre, en vue donc, disons, d'avoir un consensus sur donc les nouvelles, disons, dates des élections. Donc, il va falloir donc réduire les délais en ce qui concerne le dépôt du cautionnement, réduire les délais en ce qui concerne le dépôt des déclarations de candidature et en même temps réduire les délais en ce qui concerne la collecte, disons, donc des parrainages. Dans ces conditions-là, est-ce qu'un dialogue peut être organisé? Oui, je pense que cela ne fait pas de doute parce que de toute façon, tout le monde a intérêt à ce que les élections se tiennent parce qu'une fois que la dissolution est actée, tous les acteurs politiques, disons, vont se résoudre à aller aux élections. Donc, de ce point de vue, tout le monde est conscient du fait que donc, on ne peut plus, dans le cadre de cette situation exceptionnelle, faire un parrainage qui s'étend donc, disons, sur pratiquement 5 mois, quelque chose comme ça, ou 3 mois. De la même manière pour le dépôt des candidatures. Ça, je crois que c'est une question, disons, d'intérêt, disons, sur lequel tout le monde devra être d'accord. Maintenant, est-ce que le gouvernement pourrait proposer maintenant donc des délais en ce qui concerne le parrainage, le dépôt des candidatures, le cautionnement, et ces délais pourraient être, par exemple, soumis au Conseil constitutionnel pour avis. Ça, je pense que c'est une possibilité. Comme également, le ministre de l'Intérieur peut appeler une concertation donc, avec les acteurs politiques, la société civile. Et sur la base d'un consensus, les gens, donc, disons, arrêtent un certain nombre de règles. Par exemple, pour le parrainage, on vous dit qu'il faut, pour les élections législatives, disons, 0,5% des électeurs inscrits dans le fichier. Donc, si vous le rapportez aujourd'hui à un fichier qui est autour donc, de 7 400 000, ouais, ça vous fait à peu près autour de pratiquement 40 à 50 000. Dans un délai aussi court, les acteurs ne pourront pas le faire. On pourrait dans ce cas-là dire que, écoutez, le parrainage, on pourrait même, disons, rendre plus souple, disons, les conditions de collecte. C'est-à-dire, au lieu de demander 0,5%, demander peut-être à chaque liste de candidats de déposer 10 000 ou 15 000 signatures. Dans un délai, par exemple, 2 mois. Ça, c'est possible. De la même manière, pour le dépôt des candidatures, on pourrait peut-être, au lieu de 85 jours, demander aux gens de déposer les candidatures dans un délai de 45 jours. Parce que non seulement il faut que les candidatures soient validées, il faut qu'il y ait l'arbitrage des couleurs, il faut le temps d'impression donc des bulletins de vote, etc. Vous voyez que donc tous les délais vont être obligatoirement, disons, donc revus. Dans le sens aujourd'hui vraiment donc de s'adapter à la nouvelle situation. Qu'est-ce qui est justement prévu par la loi? Comment le président peut gouverner en l'absence d'une assemblée? La Constitution, je pense, a prévu donc des situations comme ça. Des situations où, par exemple, l'Assemblée nationale donc, est dissoute
elle est dans l'impossibilité donc de se réunir. Il y a la question, par exemple, du budget et un certain nombre, disons, de questions qui étaient peut-être du ressort de la loi. Mais ces questions-là, par exemple, en ce qui concerne les élections, je pense que pourront être, disons, donc, réglées par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne maintenant la question du budget, je pense que le président a des leviers. Il y a l'article 52 de la Constitution, donc qui lui permet donc de pouvoir, disons, utiliser donc les pouvoirs exceptionnels que lui donne la loi en cas de, disons, non-fonctionnement donc des institutions, lorsque les institutions sont menacées, pour, disons, comment dirais-je, gérer le budget, disons, voilà, mettre en œuvre le budget. Bon, mais sur la question maintenant des délais, je pense que si les acteurs s'entendent, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour avis, et le Conseil constitutionnel, vraiment, je pense que, disons, donnera son avis afin que, disons donc, ces décisions sur lesquelles les acteurs politiques donc sont tombés d'accord puissent, disons, avoir une force de loi et, disons, permettre donc aux différents acteurs politiques donc de concourir vraiment dans les règles. En toile de fond, pour contrôler l'Assemblée, il y a les réformes qu'il faut faire passer avec cette nouvelle majorité. Comment s'y prendre pour éviter de telles crises? Oui, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, il est quand même avéré que, au niveau de notre dispositif, disons, juridique, peut-être il y a des insuffisances. Il y a des textes peut-être qui gagneraient à être mieux clarifiés. Donc, de ce point de vue, je pense que le président, lors de son discours d'investiture, il a parlé, disons, donc, d'aller vers des réformes, que ce soit dans le secteur de la justice, dans le domaine des élections, etc. Je pense que c'est effectivement l'occasion pour qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, peut-être régler ces questions-là, voir, par exemple, les dispositions législatives, réglementaires, etc., qui ne sont pas très claires et qui peuvent donner sujet à des interprétations et peut-être réfléchir sur des réformes qui puissent nous permettre, disons, sur toutes ces questions-là, vraiment d'avoir quand même le maximum de consensus afin qu'on ait un dispositif juridique assez clair qui ne laisse pas donc d'équivoque par rapport à des possibilités, disons, d'interprétation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut aller vers des réformes. Ça, je pense que tous les Sénégalais sont d'accord. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire ces réformes? Comment il faut les faire? Avec qui il faut les faire? Moi, ça, je pense que cela dépendra. Il appartiendra au président de la République, de mon point de vue, de prendre l'initiative, disons, d'appeler à un dialogue afin qu'on puisse, disons, aller vers les réformes aujourd'hui que la situation exige. Babacar Fall, je vous remercie.